Bonjour à tous. On a pris un petit peu de retard, alors je vais essayer de lire en diagonale. Mais ce bilan est important, donc je prendrai quand même le temps d'adresser les différents points qui nous importent. Déjà, je vous remercie de votre présence en nombre. Aujourd'hui, donc à l'occasion du 32e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et puis pour votre soutien et vos actions tout au long de ces 10 mois, dont pas moins de 8 auront été nécessaires pour élaborer ces 2 mois de campagne que vous avez découverts et qui ne s'achèvent pas aujourd'hui, comme ça a été dit ce matin lors des discours qui, au contraire, préfigurent, nous l'espérons, un nouveau départ ensemble. Cette campagne a été menée par un groupe de professionnels et de bénévoles qui n'ont pas compté leurs heures et que je souhaiterais en tout début pouvoir remercier ici publiquement. Et nous pouvons nous féliciter d'ores et déjà de l'impact et des résultats obtenus sur le court terme, mais plus encore de la trajectoire commune que nous entendons toutes et tous donner maintenant à la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs à Mayotte et même au-delà. Alors avant de dresser ce bilan, peut-être revenir rapidement quand même sur ce qui a rendu possible cette 3e campagne et puis cette journée d'études aujourd'hui. C'est-à-dire rappeler un petit peu le contexte et puis la genèse de cette mobilisation. Donc, nous sommes mobilisés donc, depuis 2006 sur le territoire, restructurés en 2018 avec l'association Akizawanata pour vraiment promouvoir les droits de l'enfant sur le territoire et mener une campagne annuelle de 2 mois qui commence par un lancement officiel, vous l'avez remarqué, donc en présence de l'ensemble des représentants institutionnels et associatifs et des enfants, se termine par une clôture officielle, dont pour aujourd'hui, c'est un colloque. Pour les 30 ans, c'était une journée festive organisée au lycée de Coconi, qui avait rassemblé plus de 1000 personnes avec des stands faits par et pour les enfants, des ateliers créatifs, des spectacles et des concerts d'artistes locaux. Ces 2 précédentes campagnes, nous avons tenu en fait à, au-delà de promouvoir les droits, créer réellement ce collectif constitué d'acteurs sociaux et de forces vives du territoire qui vont permettre ensemble de pouvoir mener ce débat et ce combat. Donc on était 6 associations en 2019, on était 13 l'année dernière, nous sommes 27 cette année puisqu'on a 2 nouvelles associations qui viennent de nous rejoindre et nous leur souhaitons la bienvenue. Et nous sommes soutenus par l'ensemble des institutions du territoire. Et vous pouvez voir que cette année, au terme de la 3e campagne, on sent réellement ce poids-là et cette cohésion qui est en train de se faire et qui nous permet d'avancer et de proposer des pistes concrètes pour aller plus en détail sur l'ensemble de ces droits et comment on va pouvoir faire levier, agir sur cela. Alors cette année, on s'est axé sur l'article 19 de la Convention, donc sur la protection des mineurs contre toute forme de violence physique et mentale. Et donc on a axé effectivement sur la prévention contre les violences sexuelles et la lutte contre les violences sexuelles. Je vais lire en diagonale. Excusez-moi. Voilà, parce qu'il s'agit effectivement d'un agenda politique national, vous l'aurez remarqué, qui d'ailleurs a été porté réellement par la mobilisation populaire et les mouvements de libération de la parole, MeToo, MeToo Inceste. Et aussi, et surtout, parce que sur le territoire, et on l'a bien vu ce matin lors de la conférence inaugurale, c'est quand même très difficile d'aborder cette thématique. Et en l'occurrence, encore plus difficile de pouvoir poser un diagnostic ou d'apporter des solutions quand on sait que finalement, on est un des seuls territoires en France à n'avoir quasiment aucun chiffre capable de pouvoir réellement savoir l'étendue, en tout cas des dégâts sur le territoire. On disait tout à l'heure qu'il y a une trentaine de viols qui sont traités au niveau du judiciaire. On imagine tout à fait que le chiffre est bien au-delà. Et c'est donc pour ça que nous avons fait ce questionnaire en ligne, que certains, même nombreux d'entre vous, ont pu remplir et puis faire remplir, et qui nous amène à la conclusion, en fait, en premier lieu, qu'il y a réellement une corrélation entre les chiffres et les statistiques qui sont obtenus au national et ceux qu'on retrouve sur le territoire. Cela nous permet de dire que, par exemple, 10% de la population sur le territoire national souffre d'inceste. Ça fait 7 millions de Français. Il faut que je boive parce que j'arrive plus à parler.
Ça fait 7 millions de Français, 10% de la population à Mayotte, ça ferait donc 30 000 Mahorais. Sachant que l'inceste ne représente que 44% des violences sexuelles. Donc on arriverait sur le territoire mahorais à 68 180 cas de violences sexuelles sur mineurs. C'est énorme. C'est 3 enfants à 5 enfants par classe pour parler que de l'inceste. Et c'est dire combien de personnes, et on pourrait d'ailleurs s'intéresser aussi au nombre d'agresseurs, de fait, sont un peu livrés à elles-mêmes sur Mayotte et sans traitement à l'heure actuelle. Alors, pour savoir combien ont fait l'objet ou feront l'objet d'un signalement, d'une plainte, d'une condamnation ou d'une autre mesure d'accompagnement, pour vous dire quand même que ça fait 10 mois qu'on relance un petit peu tout le monde pour obtenir des chiffres et qu'on en a eu mercredi. Jusqu'à là, on disposait que de ceux du rectorat, donc dans le bilan d'action sociale dont a parlé monsieur le recteur tout à l'heure, qui faisait état en gros de 350 signalements et informations préoccupantes annuelles. Nous avons depuis donc les chiffres de la CRIP et du parquet. Concrètement, donc en gros 1 millier d'informations préoccupantes et signalements par an. Sachant que monsieur le procureur l'a dit tout à l'heure, 157 sont judiciarisés. Ça fait 0,2%. 40 sont poursuivis, donc ça fait 0,06%. Sans connaître réellement le nombre de condamnations, mais il les a donnés tout à l'heure. Et là, on se rend compte quand même qu'il y a un travail qui est effectué derrière, puisqu'on retrouve une grande proportion de personnes actuellement à Majicavo qui sont responsables de telles agressions. Nous savons également que des efforts sont menés, ici et là, peu à peu, pour former, pour accompagner les personnels, pour qu'ils puissent sensibiliser à leur tour leur public. Et un public dont on sait que la logique observée à l'échelle nationale et internationale joue aussi ici. Et Combo le rappelait tout à l'heure, il y a quand même de plus en plus, et heureusement, cette volonté de parler. Et nous, on l'a très bien vu dans le milieu scolaire, quand on leur a laissé la parole, quand on a créé sur la base du volontariat des groupes de parole sur la pause méridienne, les enfants sont venus en nombre et ont participé à ces groupes qui avaient été organisés notamment par nos collègues de l'ACFAV, du REPEMA, de MLESI, de l'UDAF. Et ils se sont confiés, se sont ouverts, et c'était des échanges très enrichissants. Parmi ces victimes, on sait que 70% d'entre elles parlent. Alors elles mettent 12 ans en moyenne à le faire, souvent parce qu'elles souffrent d'amnésie traumatique. 4 sur 10 souffrent d'amnésie traumatique. Pour un tiers d'entre elles, ça dure jusqu'à 20 ans. 87% d'entre elles connaissent leur agresseur. Et 1 fois sur 2, il fait partie de la famille proche. L'âge moyen des premières violences sexuelles est de 10 ans. 2% seulement des dénonciations s'avèrent infondées. Et 8% des victimes au national sont mises à l'abri de leur agresseur. De quoi se demander s'il convient de parler, à qui. De quoi s'interroger aussi sur que faire quand nous sommes amenés un jour, et souvent bien malgré nous, à être détenteurs d'une telle information. C'est pour avancer sur ces questions que nous avons décidé ensemble, dès janvier, de nous engager dans cette lutte, de déterminer des axes communs, un calendrier commun, des outils et une méthode commune. Et c'est pour faire avancer cette cause, briser la culture du silence, mais aussi assurer un meilleur suivi de ces personnes victimes et de leurs agresseurs, que nous avons élaboré 3 axes, 5 groupes de travail, et effectué pas moins de 32 visioconférences, rassemblant l'ensemble des référents CID sur cette campagne, soit plus de 40 personnes mobilisées sur 38 semaines. J'en profite pour remercier parmi tant d'autres Taslima Soulaïmana, référente CID donc auprès de la préfecture, Solène Augier auprès de l'ARS, qui sont aussi nos 2 financeurs, Stéphane Planchant pour le rectorat, les personnels du tribunal judiciaire et du conseil départemental qui ont participé à ces échanges, et puis bien sûr l'ensemble de nos partenaires associatifs pour leur temps, leurs idées et leur vote à chaque étape de la réalisation de cette campagne. Se former pour mieux sensibiliser, s'engager individuellement et collectivement, et permettre un diagnostic de la prise en charge des victimes et des agresseurs. Voilà les 3 axes que nous avons dégagés. Commencer par l'adhésion des personnalités et des décisionnaires de l'île, non comme une fin en soi, mais pour qu'ils permettent à leur tour et à l'ensemble de leur personnel
de s'engager et d'agir à leur tour, à constituer notre mode opérationnel. L'enjeu, assurer une base, un socle solide, puisque constitué de, au bas mot, 10 000 personnels, et salariés et bénévoles, implantés dans chaque commune, pour ensuite pouvoir aller dans les villages, dans les écoles, investir chaque milieu, le milieu sportif, le milieu familial, le milieu scolaire, et puis pour d'une même ambition et avec une même méthode peut-être, dans l'intérêt commun et dans celui de nos enfants, de faire diminuer un petit peu cette violence qui gangrène cette île et surtout les atteintes à la dignité de ces enfants. Ceux-là même qui seront chargés de relever les défis que nous ne manquerons pas de leur léguer. Voilà l'objectif, voilà la méthode que nous avons employée. Maintenant, un petit mot donc sur le bilan chiffré de cette campagne, ainsi que la présentation de ces outils. Ça fait 2 mois que ça passe un petit peu de partout, mais je constate, pour avoir fait pas mal de présentations, qu'il est toujours très important de rappeler voilà, le contenu de cette campagne. Alors la charte, donc la charte, elle a été signée solennellement le 8 septembre dernier par monsieur le recteur ici présent, à l'ensemble des représentants institutionnels, monsieur le préfet, monsieur le représentant du conseil départemental, colonel de gendarmerie, directeur territorial de la police nationale, le président du tribunal judiciaire, le président de l'association des maires, la représentante du collectif, la représentante de l'ARS, l'ensemble des représentants associatifs. Et cette charte, elle se compose d'un préambule et de 3 volets. Le préambule est important puisqu'il rappelle que sur l'île de Mayotte, comme dans le monde entier, la problématique des violences sexuelles et leur éradication se heurte systématiquement au silence. Et que ce silence peut être le résultat d'une sidération, d'une incompréhension, d'une peur, d'un traumatisme, que les victimes peuvent se trouver dans des dispositions sociales et personnelles qui les conduisent à un repli sur elles-mêmes, ainsi qu'à une indifférence, voire à une tolérance de ces actes par leur entourage. Que les conséquences qui en découlent peuvent être une forme d'acceptabilité de ces violences, voire la reproduction des schémas sociaux inappropriés d'une génération à une autre. Dans ce contexte, une très faible éducation à la sexualité est à déplorer, et sûrement un nombre très sous-estimé de victimes de violences sexuelles, notamment chez les enfants. Alors, que faire? Donc, les 3 volets de la charte qui sont, somme toute, basiques. Commencer par s'engager personnellement, à connaître les articles de loi, les articles 222-22 et suivants du Code pénal, le fameux article 40 pour les fonctionnaires et 434.3 pour tout citoyen, et bien sûr l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour n'en citer qu'un, je sais que constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Je sais que lorsque les faits sont commis sur une personne mineure de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime, ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Je connais les peines encourues en cas de manquement de ces obligations. Ensuite, réagir face à ces violences en protégeant chaque enfant placé sous sa responsabilité, directe ou indirecte, s'engager à être vigilant, accueillir la parole des victimes potentielles avec une écoute bienveillante, s'informer sur les conséquences physiques et psychologiques de ces violences sur le long terme comme de manière immédiate, pour mieux comprendre le comportement des victimes et mieux comprendre également les démarches à effectuer lorsque ces violences sont dénoncées ou constatées, pour mieux être en mesure d'accompagner et d'orienter ces victimes. Enfin, bien évidemment, signaler dans les plus brefs délais aux autorités compétentes, donc judiciaires, au parquet du tribunal ou administratives, forces de police et gendarmerie, toute situation relative à ces violences. Et puis, dernier point, et c'est celui sur lequel nous axons un petit peu cette journée également, c'est prévenir et lutter contre ces violences en prenant réellement conscience de l'importance que revêt notre présence à tous et à toutes ici aujourd'hui, en rendant visibles et accessibles ces informations, en diffusant tous les supports de sensibilisation possibles, dont on va brièvement rappeler ceux en tout cas qui ont été construits dans le cadre de la campagne, et à faire en sorte vraiment que cette lutte soit une priorité au sein de sa structure, pour pouvoir mettre notamment en place un protocole dédié, tout simplement,
comme c'est le cas dans beaucoup de structures, heureusement. Cette charte s'accompagne de 12 pages d'annexes qui précisent le contexte historique et culturel, qui précisent les conséquences physiques et psychiques, donc immédiates et sur le long terme, les conséquences sociales, les démarches, et qui rappellent un petit peu les mots-clés et articles de loi précités. Alors pour en venir au bilan, nous remercions vivement les structures partenaires qui suivent à ce jour ou se sont engagées à suivre les préconisations de la charte. Nous proposons de continuer à nous mobiliser pour sensibiliser ces personnels, comme nous avons fait là depuis 2 mois, quasiment chaque jour, pour dresser un bilan en début d'année prochaine, notamment relatif à la formation des personnels, aux actions menées, ainsi qu'aux affichages et protocoles dédiés. Concernant les signatures de la charte auprès de l'ensemble des personnels concernés. Alors, nous tenons à remercier l'écrasante majorité des structures associatives partenaires qui ont atteint sans mal et parfois dès la première semaine les 100% de signataires. Franchement, bravo, merci et, à tous les personnels qui composent ces structures. Beaucoup plus difficile en revanche du côté des institutions, car si de fait nous sommes tous censés connaître la loi, ça a été rappelé tout à l'heure, et ainsi que le contenu des 12 pages d'annexes, il demeure pas moins qu'on trouve des agresseurs et des victimes dans chaque strate de la société, et que la signature de cette charte revêt avant tout un aspect symbolique, censé montrer à l'ensemble des habitants que nous souhaitons ensemble faire reculer ces chiffres qui sont terrifiants. Donc il convient de nous interroger sur les raisons qui ont pu éventuellement freiner la diffusion de sa signature, sachant qu'elle a été actée dès le 26 janvier, coécrite par un groupe de travail dédié et validée à l'unanimité par l'ensemble des référenciers sur cette campagne pour diffusion auprès de l'ensemble des personnels et bénévoles. Voilà, ce travail reste en cours. Nous espérons qu'un jour, l'ensemble des fonctionnaires de l'État et des acteurs privés, dont nous regrettons d'ailleurs l'absence du MEDEF, parce qu'il y a beaucoup de stagiaires en fait, à Mayotte également, puissent venir apposer leur signature. Voilà. Que ce ne soit pas nécessairement à leur supérieur de le faire à leur place. En outre, il en va de même pour les signatures de la charte que pour le questionnaire, où nous pouvons nous féliciter d'avoir atteint en quelques semaines le nombre de répondants nous permettant d'obtenir un échantillonnage représentatif exploitable, tout du moins. Mais on peut imaginer, on a 544, je crois, répondants, l'impact qu'aurait eu une telle étude, effectivement, si l'ensemble des partenaires, l'ensemble des gens qui composent ces structures, et même de leurs proches et de leurs élèves ou de leurs usagers, avaient pu s'en saisir. Et ça, c'est un appel officiel, si, et on y tient assez, si un organisme homologué, pour le coup, venait à être sollicité pour faire ce travail, puisque nous sommes un peu des profanes et puis des bénévoles pour la plupart, mais ça nous a permis de poser quelque chose, de poser des chiffres et d'entamer des réflexions, d'adapter des supports de sensibilisation, donc peut-être maintenant aux institutions éventuellement de voir dans quelle mesure on pourrait éventuellement envisager une enquête comme sur d'autres territoires, avec un échantillonnage par CSP qui permette réellement de pouvoir venir asseoir le premier bilan que nous tirons, en tout cas, à l'aide de ce questionnaire. Et pour finir sur les actions menées, on approche une centaine de mobilisations, c'est 3 fois plus que lors des 2 précédentes campagnes. Une vingtaine dans le milieu sportif grâce à l'association Profession Sport et Loisirs, qui a pu sensibiliser 300 mineurs, 200 professionnels, 22 dirigeants sur 15 communes. Une trentaine d'actions menées dans le second degré qui a pu mobiliser 7000 élèves, parents et personnels, grâce à l'appel à projet lancé conjointement avec le rectorat. Et une commande massive d'ailleurs de bandes dessinées qu'on vous présentera dans un instant après la pause, dans le primaire, le secondaire, ainsi qu'au CUFR. Voilà, donc un grand merci à tous les partenaires que j'ai cités tout à l'heure. J'ai oublié les JAD, les jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants. Je vois qu'il y a encore des anciens JAD qui ont travaillé lors des 30 ans qui sont là, et ça fait très plaisir. Je crois que j'ai oublié aussi le page des CMA, les mouvements d'Unis, Apprentis d'Auteuil. Je pense avoir cité les autres avec qui on a vraiment travaillé activement, mais l'ensemble vraiment des partenaires a pu se mobiliser et on en est vraiment très heureux. Notre campagne graphique, donc vous avez certainement vu les clips, a été diffusée largement sur les chaînes, sur les réseaux. Les affiches également, dans les écoles, dans les communes. Le site a été visionné des milliers de fois.
Et pour finir, alors sur quelques chiffres précisément relatifs au questionnaire, on est sur 75% de répondants qui sont des femmes, 70 qui ont entre 20 et 50 ans. Plus de la moitié n'a jamais parlé de sexualité avec leurs parents. Jamais. Les mots qui reviennent pour expliquer cette difficulté sont parents, tabou, peur, famille, entourage, mal, religion, mariage, culture, honte et confiance. Je pense que ça a été amplement visité ce matin. 37% des répondants, ça par contre gravissime, déclarent avoir été victimes de violences sexuelles. 37%, donc 2 fois plus que les statistiques au national, sachant que l'échantillonnage est peut-être biaisé. Et 11% ne savent pas si ce qu'ils ont subi peut être considéré comme une agression sexuelle. À mettre en relation avec le fait que 82% de ceux qui ont dit « je ne sais pas » n'ont jamais parlé ou très difficilement de sexualité avec leurs parents. On voit là qu'il y a une réelle corrélation entre le fait d'avoir eu aucune éducation à la sexualité et ne pas du tout savoir si ce qu'ils ont subi est une agression. 44,7% des agressions ont eu lieu dans la sphère familiale. C'est en tout point similaire aux statistiques obtenues au national par l'enquête Ipsos. Donc 44% d'inceste. Et 53%, pour finir sur ce chiffre peut-être un peu plus drôle et qui peut-être rappelle un petit peu les avantages de signer une charte, 53% des personnes déclarent qu'elles ne connaissent pas la loi. Mais les personnes qui pensent la connaître sont 63% à se tromper au sujet notamment des délais de prescription pour porter plainte. Sur une infraction sur mineur, il faut savoir que c'est 10 ans après la majorité, une infraction sur majeur, 6 ans après les faits. Un viol sur mineur, c'est 30 ans après la majorité, et un viol sur majeur, c'est 20 ans après les faits. Dernière stat du questionnaire, 95,7% des répondants déclarent que les éléments de réponse relatifs à la connaissance de la loi et aux réflexes à avoir en cas d'agression dans ce domaine leur seront très utiles à l'avenir. Voilà, s'il nous fallait une autre raison d'avoir fait ce questionnaire, on en est très heureux. Nous avons recueilli 127 témoignages répartis en 3 catégories. Les victimes qui libèrent leur parole en donnant parfois leurs coordonnées pour trouver de l'aide ou un accompagnement. Les gens qui nous remercient pour la démarche entreprise et ceux qui apportent leur contribution et leur réflexion au sujet de la thématique. Et les occurrences qu'on retrouve donc de ce qu'ont souhaité nous confier les gens à la fin du questionnaire, c'est merci, parler, moi, Mayotte, pense, subit, violence et jeune. En guise de conclusion, j'ai essayé d'aller vite. Aux 51 personnes qui ont pu saisir cet espace de parole, qui est le questionnaire, pour témoigner de leur histoire. Nous voulons adresser ces quelques mots. Nous vous avons lu, nous en avons parfois pleuré, vos récits nous ont touchés, révoltés, nous vous croyons, et nous vous remercions pour votre confiance et votre courage. Nous espérons pouvoir vous aider, vous accompagner, prévenir les drames que pourraient encore commettre les agresseurs que vous mentionnez. Beaucoup disent ne pas avoir eu d'autres opportunités de prendre la parole auparavant. Nous souhaitons que cela change. Nous souhaitons systématiser toutes les belles initiatives qui ont pu voir le jour grâce à cette mobilisation inédite et parvenir progressivement à résorber cet effroyable écart entre le nombre de victimes réelles, d'agresseurs réels, et l'identification et le traitement qui est fait actuellement de ces situations. Et ça a été vraiment bien dit, je pense, par nos officiels qui en sont conscients également, pour construire ensemble cette société dont nous rêvons tous, basée sur le respect de soi, de l'autre, et la dignité de chacun, sur des valeurs communes que nous partageons. Voilà, sur les 120 personnes qui sont ici présentes aujourd'hui, on peut retrouver effectivement proportionnellement les chiffres. Il y a une dizaine de personnes qui ont été victimes d'inceste dans la salle, voilà. Et peut-être le double de violences sexuelles, ou qui connaissent, ou qui ont été amenées, ou qui seront amenées à recueillir une parole. Donc c'est pourquoi l'objet même de la campagne et de ces 2 mois a été de dire ça nous concerne tous, on doit pouvoir s'engager individuellement, on doit pouvoir s'engager collectivement au sein de notre structure. Et en tout cas, sachez qu'on restera fortement mobilisés pour continuer en ce sens à pouvoir faire de notre mieux, en tout cas, pour obtenir et dépasser ces enjeux. Et voilà. Excusez-moi.
Donc voilà, nous tenons à réaffirmer que la volonté d'action des gens qui sont ici, des gens qui sont en mesure, qui ont les moyens parfois de faire changer les choses, et puis de ceux qui les suivent et les accompagnent, que leur volonté d'action et leur capacité de réaction est déterminante, voilà, dans ce combat. Je vous remercie.